Ebola Chrono Plus avec Bar Mohamed. Merci de nous rejoindre dans votre émission de santé Ebola Chrono Plus. Au sommaire, problème majeur de santé publique, l'hépatite B touche 8% de la population africaine et la Guinée occupe le deuxième rang des pays les plus touchés. La gratuité de la césarienne promise par le chef de l'État guinéen a du plomb dans l'aile. Les médecins parlent d'insuffisance de kits. Les patients se croient victimes d'escroqueries de la part de certains médecins. Les précisions dans cette édition. L'invité du jour, le docteur Blaise Batondoli, il est le coordinateur principal en santé publique à l'OIM. Avec lui, nous allons parler des différents points de contrôle pour empêcher une éventuelle propagation d'Ebola en Guinée forestière. Bonjour à tous. Notre série de reportages sur les problèmes de santé et les maladies négligées en Guinée se poursuit. Après l'éléphantiasis hier, ce mercredi, nous nous intéressons aux hépatites, notamment l'hépatite B. Pour combattre cette maladie, des personnes affectées se sont regroupées au sein de l'ONG SOS Hépatite Guinée. Mohamed Koma. Au siège de l'ONG SOS Hépatite Guinée, la salle de consultation est bondée de malades. Parmi ces malades, certains présentent déjà une situation sanitaire critique. Le docteur Abdraman Djouria Diallo est hémato-gastro-anthropologue et président de l'ONG. Sur 3605 consultations, nous avons retrouvé 243 cas porteurs d'antigène HBS, soit 6,74%. Mais parmi ces 243 malades, il y a un chiffre très grave. 84% de ces porteurs-là déjà font l'hépatite B chronique. Et l'hépatite là peut se compliquer en cirrhose ou en cancer ou en cirrhose et cancer après 10 ans, 20 ans, 30 ans. Les recherches ne sont pas faites, donc c'est très grave. Selon les études disponibles, la Guinée occupe le deuxième rang des pays africains les plus touchés par l'hépatite B, avec un taux de prévalence de plus de 10% après l'Égypte. Le docteur Abdraman Djouria Diallo insiste sur la prévention. Nous avons besoin de partenaires pour faire la recherche à grande échelle. Premièrement, au niveau des femmes enceintes. Parce que les femmes enceintes peuvent transmettre ce virus-là pendant la grossesse, à l'accouchement et avec le lait maternel. Et bref, tout le monde a besoin de se dépister volontairement pour voir si on n'a pas l'hépatite. Si on ne l'a pas, se vacciner, c'est très important. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, le virus de l'hépatite B est la 10e cause de décès et la 3e cause de cancer dans le monde. Chaque année, elle tue 650 000 personnes. Mohamed Koma, Ebola Chrono Plus, Conakry. En Guinée, l'État a rendu gratuite la césarienne. À l'hôpital régional de Mamou, cette mesure n'est pas totalement appliquée par certains agents de santé qui rançonnent parfois les patients. Un constat de Badiko Diallo. Nous sommes à l'hôpital régional de Mamou. Ici, des césariennes sont effectuées régulièrement. Mais alors que cette opération est rendue gratuite par l'État guinéen, certains agents de santé la font payer. Témoignage d'Omar Bari au chevet de sa femme qui en est à sa 3e césarienne. Je suis venu pour l'accouchement de ma femme. J'ai payé 100 000 francs guinéens pour l'échographie. Ensuite, j'ai dépensé 200 000 pour les produits. Hier, j'ai payé 10 000 pour la perfusion. Ils ont réclamé 70 000 pour le prix de savon. Après, ils ont dit de payer 100 000 francs pour les piqûres et j'ai payé. Mamadouba est venu avec sa femme de Farana. Là-bas, il a dépensé 900 000 francs guinéens pour la césarienne de son épouse et l'opération n'a pas réussi. Elle a eu des douleurs abdominales pour accoucher à l'hôpital de Farana. J'ai payé 900 000 francs guinéens pour la césarienne. Ils ont perforé sa vessie. Après 43 jours de pansement, nous sommes venus ici à Mamou. Mais certains citoyens ont la chance de bénéficier de la gratuité de la césarienne à Mamou. C'est le cas de Kernoteli Diallo au chevet de sa femme depuis 5 jours. Nous sommes arrivés la nuit. Le médecin a dit de la césariser. Elle a accouché des jumeaux déjà morts. Ils nous ont donné gratuitement les comprimés et les piqûres. J'ai dépensé
payer 20 000 francs guinéens pour l'achat d'un produit dans une pharmacie privée. Selon le docteur Abdulkader Kamara, directeur de l'hôpital de Mamou, les kits de césarienne sont disponibles. Il promet de lutter contre les agents qui rançonnent les patients. L'État a donné la possibilité aux hôpitaux de gérer l'argent que les malades font rentrer. Une bonne partie est affectée à l'achat des médicaments pour faire face à toutes les gratuités. Nous passons régulièrement dans les services pour demander aux femmes s'ils n'ont pas été rançonnés. Tous ont dit j'ai été opéré, je n'ai rien payé. Mais c'est les possibilités qui peuvent exister, il faut le reconnaître. En plus, chaque mois nous avons une supervision dans les services pour voir si cette gratuité est appliquée. Si nous rencontrons quelques failles, on essaie de les corriger le plus vite que possible. Pour Ebola Chrono Plus, Mamou Badiko Diallo. Mohamed Koma, Ebola Chrono Plus, Conakry. Asmaou Diallo, Ebola Chrono Plus, Kindia. Sidibé Kondé, Ebola Chrono Plus, Boki. Korkaba, Ebola Chrono Plus, Labi. Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedi. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. En Guinée, plusieurs femmes accouchent par césarienne. Pour les soulager, le président de la République a rendu cette opération gratuite depuis 2010. Mais cette gratuité demeure un problème dans les structures hospitalières du pays. Alors que les médecins parlent d'insuffisance de kits, les patients se croient victimes d'escroqueries. Les explications dans ce reportage de Sidibé Kondé. Quand j'ai dit que la césarienne est gratuite, le médecin m'a dit que c'est faux. Il m'a soutiré en tout 800 000 francs guinéens. Voilà ce à quoi Nsira Kamara a été confronté lors de son accouchement par césarienne à l'hôpital de Donka. Tout comme elle, Aminata Doumbouya a dû se fournir le kit pour sa césarienne dans la même structure. Après 11 mois, elle se souvient encore de son calvaire. Ce médecin me dit qu'il n'a pas de matériel pour le bloc. Un ami à mon mari qui est médecin a envoyé tout le matériel. Il ne m'a pas opéré. Il m'a dit d'attendre celui qui doit assurer sa relève à 9h. Lui, il est parti. Et dès que ce dernier est venu, il a vu mon état. Il n'a pas tardé à faire l'intervention. Et puis quand je rentrais aussi au bloc, il y avait 3 sages-femmes qui étaient juste à côté qui m'ont demandé de payer 3 morceaux de savon, que c'était obligatoire. Au CMC de Ratouma, par exemple, 80 césariennes sont enregistrées par mois sur 220 accouchements. Mais dans les structures sanitaires du pays, la gratuité crée des polémiques entre patientes et personnel médical. Mais partout, les médecins soulignent l'insuffisance de kits mis à leur disposition. Le docteur Boubacar Sidi Diallo du service de maternité de Ratouma. Les kits ne sont pas suffisants. Et quand il y a rupture, comment vous faites? On essaie de gérer les cas qu'on peut gérer ici. Les cas qu'on ne peut pas gérer, on réfère au CHU d'Ignassi. Parfois, on a aussi des kits qui sont incomplets. Parfois, on peut avoir un problème de fil, un problème de diazépam, un problème de kétamine. Et si c'est des petits problèmes comme ça, on peut prescrire. Mais oui, on a tout le temps des problèmes parce que la population est informée que la césarienne est gratuite. Et quand on leur demande de chercher parfois même une seringue, ils disent non, c'est gratuit, il y a tout, on ne doit rien donner. Donc on a souvent des problèmes. Même son de cloche à l'hôpital Mère et Enfants de Coronti, où se font 150 accouchements par mois, dont 45 par césarienne. Le docteur Souleymane Touré, gynécologue. Actuellement, ce que nous recevons comme consommables sont insuffisants pour la prise en charge de ces femmes qui nous viennent dans un tableau d'urgence. Nous n'avons pas de fil, il manque d'autres médicaments, tels que des instituts pour faire arrêter le saignement. Nous n'avons pas suffisamment de solitude dans les kits. Alors, si tu te retrouves devant un cas d'hémorragie en péri-opératoire, ça pose problème. À Conakry, c'est au CHU d'Ignasdine que se fait plus d'accouchements par césarienne. La direction générale prend des dispositions pour gérer ces cas, explique le docteur Mohamed Awada. Cette mesure est effective. Sincèrement, le personnel suit. Aujourd'hui, nous achetons 360 kits de césarienne et 150 kits d'accouchement. Avant, on avait 120 césariennes par mois. Pour aider la population, des mesures d'accompagnement méritent d'être engagées par l'État pour la stricte application de cette mesure pour sauver des vies. Sidibé Kondé, Ebola Chrono Plus, Conakry. Participez au choix des sujets à traiter dans votre émission Ebola Chrono Plus. Un sujet de santé vous intéresse? Proposez-le nous au 624 19 78 64.
Pause musicale avec la chanteuse malienne Oumou Sangaré. Elle nous chante d'un coup Avoir un enfant. Écoutez et on se retrouve juste après. Capsule nutrition avec le docteur Arsène du Programme alimentaire mondial PAM. Question du jour. Pourquoi faut-il amener régulièrement l'enfant au centre de santé? La mère ou le papa amène le bébé au centre de santé pour des visites de contrôle, même si l'enfant est en bonne santé, car cet enfant pourra gratuitement être vacciné selon le calendrier vaccinal, être dépisté pour la malnutrition et prise en charge au besoin, recevoir la vitamine A et les déparasitants, recevoir des moustiquaires et d'autres services disponibles au centre de santé. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. La lutte contre la propagation du virus Ebola passe aussi par le contrôle sanitaire des personnes en mouvement. À Koropara, depuis l'annonce de la résurgence de la maladie, l'OIM a installé différents points de contrôle pour justement empêcher une éventuelle expansion de la maladie. Pour avoir plus de détails sur cette mission, Korkaba a rencontré le docteur Blaise Batondoli. Il est le coordinateur principal en santé publique à l'OIM. L'OIM s'occupe de la gestion des contrôles sanitaires au niveau de chaque point d'entrée de cette préfecture affectée aujourd'hui. C'est-à-dire toute personne qui sort de la préfecture, qu'on puisse contrôler sa santé, comment il va prendre sa température, ne fût-ce que, et savoir où il se rend, de sorte que si c'est une personne contact, qu'on puisse savoir où il est, afin de permettre aux équipes de suivi de les tracer et continuer à les suivre partout où il pourra se retrouver. Au niveau de Koropara, il y a combien de points d'entrée ou de points de sortie? Au niveau de Koropara, les points principaux qui sont sur la route la plus fréquentée, il y a deux points principaux, à l'entrée et à la sortie. Mais avec l'expertise de notre équipe de la cartographie qui étudie très bien les indicateurs, on a pu identifier beaucoup d'autres points qui sont pas moins de 5. Ça nous permet de voir aussi quel système de contrôle sanitaire on peut mettre à ces points pour que les gens que nous sommes en train de contrôler ne puissent pas s'échapper par ces points-là et aller constituer un danger par là où ils sont en train de partir. Les gens ne comprennent pas trop les stratégies mises en place pour la riposte. Comment est-ce que vous arrivez sur place à travailler avec les populations que vous contrôlez? Les points de contrôle sanitaire que nous allons mettre à place, il ne faudra pas que ce soit des points qui vont empêcher aux gens d'évacuer à leurs occupations quotidiennes. Cela doit continuer comme tel. Et le système mis à place doit permettre les contrôles sanitaires et permettre les activités. Ça, c'est une chose. Maintenant, revenons à votre question. Les équipes qui vont sur le terrain, on a parmi eux les équipes de sensibilisation, communication et engagement communautaire. Et là où la population ne comprend pas, on essaie de s'asseoir, on communique avec la population pour faire comprendre à cette population les biais fondés de ce qu'on est en train de faire et la réalité qui existe sur les milieux. Alors quand cette communication est bonne,
le travail devient très facile. Est-ce que cela veut dire que jusque-là, vous n'avez rencontré aucune réticence liée à ces points de contrôle? Avec cette stratégie, travailler avec la population elle-même, ça nous a facilité les tâches de ne pas trouver une quelconque réticence. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas certains points, certains cas qu'on trouve dans la communauté qui parfois se posent des questions, qu'est-ce qui se passe. Dans un premier temps, ils peuvent résister, mais après ça, quand on leur explique que voilà ce qui doit être fait, c'est ça, et pour tel objectif, ils trouvent leur compte dedans, et à ce moment, la réticence s'élève et les activités marchent sans problème. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ceux qui sont déjà répertoriés comme contacts? Tous ceux qui sont au niveau du point de contrôle sanitaire jouent leur rôle en faisant les contrôles sanitaires chez tout le monde sans tenir compte du statut de quelqu'un comme contact ou pas. Et pour votre information, tout le monde est contrôlé de la même façon, y compris les acteurs qui sont là-bas dans le cadre de la lutte. Mais néanmoins, dans le cadre de suivre les mouvements des contacts, et comme leurs noms ne doivent pas être révélés à tout le monde, au moins une seule personne responsable présente au niveau du point de contrôle sanitaire détient la liste de ces personnes contactées. S'il s'avère qu'une personne au niveau du point de contrôle présente des signes de suspicion de la maladie, quelle est la conduite à tenir au niveau du poste de contrôle? On essaye de le mettre dans un endroit bien approprié et on appelle les équipes qui sont chargées de la prise en charge immédiatement. Ils viennent, il faut les investigations approfondies pour voir si c'est un cas de la maladie à virus Ebola ou pas. Quels sont les principaux défis auxquels vous faites face sur place? Le premier défi, c'est d'abord une population à grande partie analphabète. Vous comprendrez avec moi, faire comprendre la chose à cette population, il faut prendre du temps. La deuxième chose, c'est lié à la zone elle-même, l'accessibilité qui est très très difficile parfois. Le troisième défi, c'est le nombre de villages avec une multiplicité de petits points d'entrée où on ne peut pas mettre une équipe permanente. Docteur Blaise, merci beaucoup. Je vous en prie. C'était le docteur Blaise Batondoli. Il est le coordinateur principal en santé publique à l'Organisation internationale pour la migration. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. À présent, place aux questions des auditeurs avec vous, Kadiatou Diallo. Bonjour. Bonjour Mohamed. La première question du jour nous vient de Kassé Mosné. Il veut savoir quel est l'effet de la poussière sur la santé. Pour la réponse, écoutons notre consultant, le docteur Ben Youssouf Keita. D'abord, la poussière, c'est des particules qui se dégagent. Ce n'est pas donc de l'air. Alors que le nez et les poumons sont faits pour respirer de l'air. Quand déjà ça devient des particules, ça signifie purement simplement que c'est anormal. Cela signifie quoi? Ça signifie que quand vous respirez la poussière, ça dépend quel type de poussière. Si c'est par exemple sur un chantier, une mine, des minéraux peuvent se trouver dans la poussière, ça peut vous provoquer à la longue des problèmes respiratoires comme la bronchite, comme la pneumonie et pourquoi pas le cancer. Quand c'est une poussière comme ça de la rue où les gens crachent, où les animaux font ce que bon leur semble, et quand cette poussière est soulevée, ça peut venir avec des particules, avec des microbes. Et ces microbes peuvent vous provoquer des problèmes respiratoires. Vous pouvez avoir une pneumonie, même la tuberculose, vous pouvez l'avoir. Nous avons une seconde question posée cette fois-ci par Sissé Mamadou. Quelle est la nouvelle stratégie maintenant mise en place pour lutter contre le virus Ebola? Le docteur Ben Youssouf répond. Pour lutter contre Ebola, il faut premièrement l'information. Il faut une très bonne information. Il faut savoir qu'un homme guéri d'Ebola peut contaminer pendant encore 6 mois s'il a des rapports sexuels non protégés. Parce que le virus Ebola persiste et résiste et il reste longtemps dans le sperme de l'homme. Il faut que les mesures sanitaires encore continuent. Il faut qu'on continue de faire les enterrements sécurisés. Il faut qu'on continue de faire la vaccination. Il y a un vaccin qui a fait ses preuves dans les zones. Parce qu'il y a encore des foyers qui ne sont pas totalement éteints, donc qui sont en somnolence. C'est peut-être le cas, par exemple, de Poropara. C'est tout pour aujourd'hui au compte de la rubrique À vous la parole. Si vous avez des questions ou des inquiétudes sur la santé, n'hésitez pas à nous écrire au 624 19 78 64. Merci de votre fidélité. Merci Kadet Diallo pour ces éclairages. Ebola Chrono Plus, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour réécouter cette émission sur YouTube, tapez Ebola Chrono suivi de la date de l'émission.
La rédaction en chef est assurée par Afiou Amata, la technique Mamadou Koni, assisté de Cabinet Sano. Ici, derrière le micro, Ba Mohamed. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus.